Bonjour, je suis Asma, Data Engineer Senior experte ELK. Sur cette chaîne, zéro théorie inutile et pas de définition scolaire que vous pouvez lire dans la documentation officielle. Notre objectif est simple, construire des architectures réelles, traiter des vrais cas d'usage industriels et appliquer les bonnes pratiques de production. Aujourd'hui, on ne va pas juste lancer un conteneur Docker. On va monter une infrastructure IoT complète, sécurisée en TLS de bout en bout et taillée pour ne jamais faire planter votre machine. Si vous avez déjà passé des heures à essayer de configurer la sécurité TLS et des certificats HTTPS en local sur Docker, ou si votre système plante dès que vous envoyez beaucoup de données, cette vidéo va vous aider. Nous allons voir comment résoudre ce problème simplement. Bienvenue dans ce premier épisode technique. Aujourd'hui, nous construisons les bases de notre application de suivi IoT. Pas de projet de test non sécurisé avec les accès ouverts à tous. Nous installons un système entièrement protégé sous Docker Compose avec une création automatique de certificats TLS d'origine grâce à un conteneur de démarrage dédié. Le tout piloté par un fichier Makefile. Mais surtout, nous allons voir comment régler nos conteneurs pour qu'ils ne bloquent pas notre ordinateur de travail. Et pour comprendre comment tout cela tient debout sans intervention manuelle, plongeons directement dans le code de notre conteneur d'initialisation. Regardons comment notre sécurité est créée automatiquement. Dans le fichier de configuration, j'ai ajouté un service nommé Nexus Attack. Son rôle est simple. Il s'exécute en premier, prépare la sécurité, puis s'arrête. D'abord, il vérifie si une autorité de certification existe. Si ce n'est pas le cas, il utilise l'outil officiel d'Elasticsearch pour la créer sous forme de fichier zip, puis la décompresse. Ensuite, il y a un fichier de configuration temporaire qui liste nos machines. Notre nœud élastique nommé Nexus Node 1 et notre interface Nexus Kibana. Pour chacune, il génère un certificat de sécurité unique signé par notre propre autorité. Enfin, pour éviter les erreurs d'accès très fréquentes sous Linux et Docker, le conteneur corrige lui-même les permissions des fichiers pour que nos applications puissent les lire sans problème. Une fois terminé, le système de santé valide que les fichiers sont prêts et notre base de données peut démarrer en HTTPS en toute sécurité. Avoir une sécurité en HTTPS est indispensable, mais s'assurer que notre machine physique a la capacité d'exécuter l'ensemble de cette stack sans s'effondrer, c'est tout aussi essentiel. Voyons comment nous avons découpé les ressources de notre PC. Pour ce projet, j'utilise un ordinateur équipé d'un processeur i7 et de 32 Go de RAM avec le système WSL2. C'est une très bonne machine de travail. Pourtant, faire fonctionner en même temps Elasticsearch, Logstash, Kafka, Kibana et notre programme de simulation en Python peut vite consommer toute la mémoire si on ne fixe pas les limites précises. Nous ne devons pas laisser les valeurs par défaut de 2 gigaoctets. Pour traiter de grands volumes de données sans bloquer ou couper les programmes par manque de mémoire, j'ai divisé mes 32 Go de RAM. Je donne précisément 6 Go de mémoire à Elasticsearch via ES-JavaOps et 4 gigaoctets à Logstash via LS-JavaOps. Kafka utilise 2 Go et Kibana 1,5 Go. Le reste est gardé pour le système Windows et pour lancer notre programme de simulation. En parallèle du CPU, il faut impérativement surveiller le stockage. La commande cat allocation montre qu'il me reste 815 Go libres sur 1006 Go, soit seulement 19% d'occupation. C'est un point de vigilance crucial.
Dans Elasticsearch, les seuils de sécurité watermarks sont configurés à 85% pour l'alerte basse, 90% pour la haute et 95% pour le verrouillage strict. Contrairement sur mon disque, la limite d'arrêt à 95% s'activerait s'il me restait moins de 50 gigas libres. Si un pipeline injectait une charge massive alors que l'espace était restreint, Elasticsearch bloquerait instantanément toutes les écritures en mode read-only pour se protéger. Avec nos 815 Go disponibles, notre marge de sécurité est totalement confortable. Il faut savoir que cette excellente maîtrise du stockage n'est pas un hasard. Il est directement lié à notre stratégie ILM, Index Lifecycle Management, à l'utilisation des index Data Stream Série temporelle, ainsi qu'un concept de downsampling qui permet de compresser la donnée historique sans en perdre la valeur analytique. C'est précisément ce que nous allons explorer en détail dans le prochain chapitre. Maintenant que toute la théorie et les paramètres de configuration sont calés, passons sur le terminal pour voir cette infrastructure en direct et auditer notre chaîne de sécurité. Pour travailler proprement, toutes les commandes de démarrage sont regroupées dans un seul fichier Makefile. Regardez comment c'est simple à utiliser. Un simple Makeup, cette commande prépare tout en arrière-plan. Il crée les réseaux privés, connecte les dossiers sécurisés, lance le conteneur de création des certificats TLS et démarre nos applications. Pour valider notre sécurité TLS sur le réseau, nous pouvons utiliser OpenSSL. Cette commande interroge directement le port HTTPS 9200 et extrait le certificat. On vérifie immédiatement l'autorité émettrice et la présence des noms de domaine autorisés dans la section Subject Alternative Name. Une fois le chiffrement validé, nous contrôlons l'état de notre santé et la gestion de la mémoire à l'aide de nos commandes d'inspection. Pour contrôler la santé de notre cluster, la première commande analyse la mémoire Java et le nettoyeur de mémoire. Regardez ce résultat. Notre nœud affiche 1,6 Go utilisé sur 6 Go de heap alloué, soit 41% d'occupation, et 0 pause de garbage collection. Si la RAM système global monte à 15,3 gigaoctets, ce n'est pas du tout inquiétant. C'est la somme exacte de notre heap Java de 6 Go, d'environ 3 Go de mémoire off-heap et surtout de 9 Go de cache disque du système de fichiers. Ce cache OS est tout à fait normal et même crucial pour garantir les performances du lycée. La deuxième commande vérifie nos files d'attente d'écriture. Le résultat parle d'un seul coup. Plus de 220 000 et quelques documents déjà ingérés à chaud, 0 rejet et aucune file d'attente saturée. La troisième commande analyse l'activité processeur en temps réel. La charge CPU du trace d'écriture write responsable de l'indexation flash and refresh oscille entre seulement 0,4% et 1%. Donc, notre socle absorbe le flux Kafka sans le moindre effort. Enfin, j'ai protégé notre système hôte Windows. Par défaut, WSL2 peut consommer jusqu'à 75% de la mémoire de la machine et ralentir l'environnement. Pour verrouiller cela, j'ai configuré un fichier WSL config dans mon dossier utilisateur. Il plafonne la mémoire de WSL2 à 16 Go maximum et lui alloue 8 cœurs processeurs pour éviter toute surchauffe. Nos métriques de supervision de bas niveau le prouvent. Avec plus de 180 documents ingérés
sans aucun rejet, une RAM parfaitement disséquée et un Garbage Collection à 0 pause, ce cluster est idéalement dimensionné pour de la production. Mais pour démontrer l'impact réel de ces choix d'architecture, nous allons maintenant faire l'inverse, injecter un crash test. Nous allons dégrader volontairement la configuration du Docker Compose, du pipeline Logstash et du simulateur. En supprimant ce dimensionnement sur le même cluster, nous allons observer en direct ce qui se passe en cas d'une mauvaise architecture. L'explosion du lac Kafka, la saturation du trade pool et l'apparition des premiers rejets d'indexation. Regardons maintenant le résultat sous charge dégradée. Si l'on compare avec notre premier test où le cluster était correctement dimensionné, tout fonctionnait de manière parfaitement fluide. La file d'attente était à 0, aucun rejet n'était à déplorer et le lac Kafka restait totalement stable. Pour observer la limite de rupture de notre système, nous avons appliqué une démarche de chaos engineering en dégradant volontairement la configuration sur 3 piliers clés. Côté simulateurs Python, nous avons supprimé la temporisation et lancé 8 processus en parallèle avec un batch size pour indexer Kafka à plus de 5000 messages par seconde avec des payloads à l'ordi. Côté Logstash, nous avons réduit le traitement à un seul worker, remplacé le parsing par un regex scope load, ajouté des calculs revus coûteux en CPU et forcé des injections vers Elasticsearch par paquet microscopique avec max size à 5. Côté infrastructure Docker Elasticsearch, enfin, nous avons bridé les ressources système à seulement 0,5 CPU et 512 mégaoctets de RAM, tout en réduisant la file d'attente d'écriture d'Elastic à 10 éléments seulement. Ici, en ayant réduit les ressources dans notre Docker Compose et bridé le pipeline Logstash, le verdict est immédiat à l'écran. Le trade pool write est sous pression constante, plus que 80% d'occupation sur un seul trade d'écriture. La queue d'attente commence à se remplir. Et surtout, nous voyons apparaître un nombre très important de rejets HTTP 429. C'est à cet instant précis que notre architecture prend tout son sens. Côté Kafka, le lac consommateur commence à monter en flèche, car Logstash doit ralentir ses opérations face au rejet d'Elasticsearch. Grâce au buffer joué par Kafka et au mécanisme de backparser, aucune donnée n'est perdue, mais nous voyons clairement la rupture d'ingestion. Et pour conclure, ce crash test démontre une vérité essentielle en ingénierie des données. Un composant correctement dimensionné et bien configuré dès le départ évite de céder à la tentation du surscaling réactif. Plutôt que de multiplier aveuglément le nombre de nœuds et d'exploser inutilement la facture cloud, une maîtrise fine du trade et des paquets bulk et des tampons d'ingestion permet d'absorber des pics de charge au juste coup. Notre installation de base est maintenant prête, sécurisée et réglée selon les capacités réelles de notre ordinateur. Maintenant que le système fonctionne en toute sécurité, comment allons-nous organiser le stockage de nos données pour ne pas remplir notre disque dur? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Dans l'épisode 2, nous allons utiliser les index Time Series Data Stream pour réduire la taille de nos données de plus de 70%. Voilà pour la vie d'ensemble.
Le projet complet en accès libre sur mon GitHub si vous voulez explorer le code. Si vous cherchez un data engineer senior, que ce soit en CDI pour renforcer vos équipes ou en freelance pour débloquer, sécuriser ou optimiser vos pipelines de production, écrivez-moi directement un petit message sur LinkedIn. On en discutera avec plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite et on se retrouve très vite pour l'épisode 2.